Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le village ATEP au cœur du salon Cyclo. Pour cette nouvelle conférence, j'ai avec moi pour présenter Amélie Vauzel, responsable développement sud de la société Bionest France. Bonjour Amélie. Bonjour à tous. Et le thème de cette conférence va être le traitement des eaux usées dans le cadre d'entreprises agroalimentaires. Exactement. Donc exemple d'une application de l'ANC qui sort un petit peu de la maison de monsieur et madame tout le monde. Exactement. Le but de cette présentation, c'est de mettre en avant les difficultés qu'on peut rencontrer sur cette application d'eau usée agroalimentaire, notamment sur la partie caractérisation des effluents et la réponse qu'on peut amener pour répondre au mieux à la problématique. Donc le constat, comme je vous disais, c'est la difficulté de caractériser les eaux, parce que c'est vraiment en fonction du projet, et chaque projet agroalimentaire est différent. Donc là, on va prendre le cas d'une société qui est basée en Dordogne, qui travaille la production de porc, donc avec différents ateliers. Donc il y a la partie découpe, voilà, vous allez voir le reste derrière. Et vous montrer comment Bionest a répondu à cette problématique sur ces effluents à forte charge. Et également l'approche et l'importance de bien dimensionner toute la partie pré-traitement sur cette application-là. Donc c'est pour une installation qui a été faite en 2020, donc on a un peu plus de 4 ans de retour d'expérience dessus. C'est une station qui était exploitée aussi par nous, donc on a fait un certain nombre de bilans. Donc on va vous montrer tout ça en suivant. Donc dans une première partie, on va essayer de vous mettre en avant le travail qui a été fait par le bureau d'études, qui a fait la conception et le dimensionnement de cette filière. On a eu la chance ici de travailler avec un bureau d'études qui a pris le temps de discuter avec la maîtrise d'ouvrage sur le besoin qu'ils avaient et sur l'activité et sur les évolutions de production effectivement de leur activité. Bureau d'études que je peux nommer puisqu'il nous a donné l'accord, c'est Alexis Toussaint, qui est aussi président du CINABA, qui avait fait un très très bon travail justement de caractérisation sur cette étude. Donc ensuite on parlera de l'approche que Bionest a eue sur ce dossier. Vous allez voir, on a eu une approche vraiment différente d'une installation ANC traditionnelle. On vous montrera ensuite les suivis de performance, donc les résultats d'analyse qui ont été faits. Donc il y a eu ici 2 bilans 24 heures qui ont été faits, mais on a également fait des bilans un peu plus ponctuels qu'on n'a pas mis dans la présentation, mais on a aussi ces résultats-là. Et ensuite les conclusions de ce qu'on peut retirer de ce cadre-là. Alors je vais vous montrer le tableau qui est issu donc, de l'étude d'Alexis, qui s'est basé sur la littérature qui existe aujourd'hui sur ce type d'application. Donc la littérature sur laquelle il s'est basé, c'est des fiches qui sont disponibles au niveau de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Et comme vous pouvez le voir, il a quand même bien détaillé les différentes problématiques qu'on avait sur cette entreprise. Donc la partie découpe des porcs, la partie broyage, la partie salaison et la partie conserverie cuisine. Souvent, les bureaux d'études ne font pas forcément le distinguo sur tout le type d'activité du site et se basent souvent sur les ratios uniquement sur l'hydraulique. Là, la cliente avait également déclaré en termes d'activité qu'il travaillait sur 35 porcs transformés par semaine. Donc on peut le voir ici, je vais me lever pour bien montrer le... Donc chaque partie de production engendre donc des ratios et des productions de pollution, donc la pollution organique et la pollution hydraulique. Et on voit bien ici les différentes charges appliquées. L'important, c'est de bien voir qu'il y a une grosse différence sur la pollution organique qu'on va retrouver sur ces eaux qui sont très chargées et en mettant en parallèle la pollution hydraulique, donc la charge hydraulique qu'on va avoir à traiter.
Dans ce cas-là, le bureau d'études a pris le cas le plus défavorable. Donc la taille maximum de la station qui était demandée, c'était une station pour traiter 59 équivalents habitants, grosso modo 60 équivalents habitants. Donc je reviens dessus. Donc les 60 équivalents habitants, donc c'est environ 3 kg, un peu plus de 3,5 kg de DBO à traiter par jour, avec une charge hydraulique de 4,15 m3. On a pu analyser aussi que le ratio d'assimilation était bon, et qu'on avait un rapport de biodégradabilité qui était correct. Ça, c'est important aussi parce que sur des effluents spécifiques comme l'agroalimentaire, et en plus de ça, nous, on travaille sur des technologies de traitement biologique, il faut qu'on puisse effectivement s'assurer que le traitement biologique va permettre de traiter l'effluent. Ensuite, il était important aussi de bien discuter avec la maîtrise d'ouvrage pour savoir si, dans le futur, ils avaient envisagé une augmentation de leur production. Parce que c'est des choses qu'il faut prendre en compte dès le départ. L'idée, c'est de leur proposer une solution qui soit en adéquation avec leur activité, mais aussi avec l'activité future du site. Ils vont investir une certaine somme d'argent dans leur système d'assainissement. Le but, c'est qu'ils soient le plus durable possible et qui soient en adéquation avec leur activité présente et future. Donc on avait aussi travaillé sur la partie graisse, puisque évidemment, vous vous doutez bien, une activité agroalimentaire, surtout sur du porc, je ne parle même pas du canard, on a cette problématique de graisse à gérer. Donc comme je vous le disais aussi, l'évolution dans le temps. Donc l'approche technique qu'a eu Bionest, c'est une approche qui est un petit peu différente de ce qu'on peut connaître, notamment sur la partie des pré-traitements. Vous allez le voir, on a dimensionné les pré-traitements de façon différente. Par rapport, je parle surtout du bac à graisse, du piège à matière grasse, on a une approche qui est complètement différente de la norme qu'on connaît, la norme européenne. On va dimensionner les ouvrages qui sont beaucoup plus importants. Et ensuite, le but, c'était aussi de pouvoir proposer une filière de traitement dimensionnée à la charge hydraulique et en prenant évidemment en compte le ratio de DBO qu'elle contenait. Donc voilà un petit peu ce que ça donne en termes de process. Donc vous avez la partie effluent agroalimentaire qui va venir passer dans le séparateur à graisse. Donc on a dimensionné un bac à graisse de 10 m3. Vous allez dire oui, c'est conséquent, mais je vais vous expliquer après l'intérêt de surdimensionner un petit peu ces ouvrages-là. Et ensuite, on vient récupérer les eaux usées domestiques. Alors les eaux usées domestiques, c'est essentiellement les sanitaires des employés du site qui vont venir ensuite passer dans un BCM. Donc le BCM, c'est quoi? C'est un bassin qui est complètement mélangé. Le but ici, c'est de mélanger l'effluent, de l'homogénéiser et de commencer à dégrader justement cette surcharge de DBO5. Et ensuite, on est venu mettre une station d'épuration classique qui, pour le coup, elle, si on regarde, est dimensionnée à 40 équivalents habitants. Voilà. Donc vous voyez une photo du site. Alors la seule chose qui n'apparaît pas sur cette photo, c'est le bac à graisse parce qu'il est derrière le bâtiment. Mais ici, vous avez le BCM, le décanteur primaire, le réacteur biologique, le poste de relevage et ensuite ça part en infiltration dans le terrain. Donc chez Bionest, le dimensionnement du bac à graisse, comme je vous le disais, on ne l'approche pas de la même façon que la norme. L'expérience fait qu'on est plutôt sur un travail de temps de séjour dans ces ouvrages-là. Donc ici, on a travaillé sur un temps de séjour de 2,4 jours sur ce projet-là. Mais on a des cas où on est sur à minima 1 jour, voire parfois 3 jours. L'avantage de ça, c'est que ça va nous permettre vraiment un pré-traitement très avancé sur les graisses, mais également limiter l'entretien qu'il y a à faire sur ces ouvrages. Ici, la société ne fait des vidanges qu'une fois par an sur cet ouvrage-là. Voilà. Donc vous voyez ici sur les photos l'entrée du bac à graisse et la sortie. Donc on voit l'efficacité de ce premier pré-traitement.
Ensuite, le bassin complètement mélangé. Donc, comme je vous disais, c'est un bassin qui est vide. La seule particularité, c'est qu'il est aéré. Et donc, il va nous permettre de commencer à dégrader cette DBO5. L'idée, c'est de pouvoir rapprocher l'effluent qui va sortir de ce compartiment-là au plus près d'un effluent classique qu'on appelle domestique. Donc, de retrouver notre ratio de DBO qui s'en rapproche. Et ensuite, une fois que ces eaux sont passées sur cette première phase de pré-traitement, on les envoie donc sur une filière Bionest classique avec une décantation primaire et un réacteur biologique, qui est, lui, par contre, rempli de ce petit média-là, sur lesquels va venir se développer notre biomasse. L'avantage de ce média, c'est sa durée de vie, puisqu'on le garantit aujourd'hui 30 ans sans changement, sans intervention. Alors, la prochaine diapositive est un peu lourde en visuel, mais on va se focaliser sur les éléments essentiels qui sont les rendements. Donc, sur les 2 bilans 24 heures qu'on a fait, donc on en a fait un en 2022 et le dernier date de l'année dernière, on peut constater, notamment sur les graisses, l'évolution des quantités de graisse qu'on va avoir. Et ici, on retrouve les performances de notre bac à graisse. Donc on voit que déjà, rien que sur ce premier pré-traitement, on arrive à abattre plus de 98% des graisses. D'où l'importance de dimensionner avec des temps de séjour importants. Le temps de séjour, il est important pour deux choses. Il est important pour le refroidissement des eaux, parce que souvent c'est des eaux qui sont chaudes dans le cadre du process, mais également pour le stockage, pour qu'on soit sûr qu'elles aient bien le temps de figer à l'intérieur et du coup d'être piégées dans cet ouvrage-là. Le deuxième élément important, c'est la partie DBO. Donc vous voyez que par rapport à un effluent domestique traditionnel, on est sur des valeurs qui sont quasi 3 fois plus élevées. Donc on le voit bien ici sur ce tableau-là. Voilà, je passe un petit peu assez rapidement sur la partie performance. L'idée, c'était de vous montrer vraiment les charges qu'on avait sur des effluents vraiment ici spécifiquement chargés et les performances qu'on avait pu atteindre avec la mise en place de cette filière et de ces pré-traitements. Alors là, pareil, ce graphique, on ne va pas trop le regarder, c'est plutôt celui-ci. L'idée, c'était de vous montrer au fil de l'eau et au fil de la filière, vous voyez que chaque ouvrage va permettre d'abattre vraiment la pollution et en sortie, on n'a quasi plus rien puisqu'on abat plus de 98% de la pollution. Donc ce graphique est assez parlant et on voit bien l'efficacité de chaque élément. Donc ici, c'est l'effluent en sortie du bâtiment. Ici, sur la partie bac à graisse, le BCM. Et au final, la station en elle-même, elle a presque très peu d'eau, très peu de pollution à traiter. D'où le fait qu'on ait proposé une filière qui soit plus petite que le dimensionnement qui avait été demandé par le bureau d'études. Comme je vous disais, la filière en elle-même, elle fait 40 équivalents habitants et pas 60. Hop, donc là, ça reprend un petit peu les différents éléments. Donc la surcharge, on le constate, la station, elle prend aujourd'hui plus de 151% de sa charge. Donc elle est en surcharge par rapport à l'étude qui a été faite et pourtant elle a été très bien faite par Alexis. On voit que malgré tout, on a pris toutes les sécurités possibles pour que ça fonctionne correctement. Aujourd'hui, sur la partie hydraulique, on le constate, on est complètement raccord. C'est-à-dire que la station, elle fonctionne à la charge hydraulique qui avait été demandée. C'est vraiment sur la partie organique où on a un gros décrochage. Bon, les performances, vous les avez vues, je ne reviens pas dessus. Hop. Donc comme je vous disais, cette filière elle a été installée en décembre 2020. Elle est sous contrat avec Bionest, donc on passe 2 fois par an sur cette installation pour vérifier si tout est conforme. À ce jour, aucune vidange du décanteur primaire a été faite. Donc on est à un peu plus de 30% sur la dernière visite, sachant que sur ces installations, on peut aller jusqu'à 50% de remplissage sur le décanteur, sans souci. La vidange du séparateur à graisse, elle, est faite entre 12 et 18 mois. Pardon. Ce qu'on a constaté aussi, c'est un petit peu
la problématique qu'on a sur ce type d'activité, c'est les clients, enfin en tout cas la maîtrise d'œuvre, malgré le fait que quand le technicien passe, on lui dit qu'il faut faire la vidange, ils ne le font pas systématiquement et ils ne le font pas de suite. Ce qui peut poser problème et ce qui fait que souvent, c'est quand le technicien repasse 6 mois après, où là on leur dit non mais là il faut vraiment, vraiment faire la vidange. Et encore une fois, ça montre que si les installations elles ne sont pas suivies, les clients, la maîtrise d'ouvrage, a une fâcheuse tendance à oublier de faire l'entretien. Ce qui, en soi, quand ici c'est suivi, ça ne pose pas trop de problèmes. Mais effectivement, sur des installations où il n'y a pas de contrôle, pas de visite, pas d'entretien, ça peut vite poser des soucis à la fois sur le fonctionnement de la filière et donc aussi sur le milieu naturel. À ce jour, aucun dysfonctionnement a été constaté sur la filière. Donc il n'y a pas eu d'arrêt de fonctionnement, pas eu de panne, rien du tout. Et la seule intervention qu'on a faite, c'était le renouvellement des membranes des surpresseurs. Donc il y a un système d'insufflation d'air par surpresseur. Et ça a été un changement qui a été préventif. C'est-à-dire qu'on a préféré les changer plutôt que d'attendre que ça s'arrête et que ça tombe en panne. Donc voilà, à ce jour, il n'y a aucun sursis sur cette filière-là. Je voulais juste faire un petit focus sur cette dernière photo. Qui est quand même très parlante. Ça, c'est l'eau qui sort du poste de relevage et qui part dans les tranchées d'infiltration. Donc, juste pour vous montrer la qualité de l'eau qui arrive donc sur le système d'infiltration derrière. Donc ce qu'il faut retenir, c'est effectivement l'étape de dimensionnement et de caractérisation des effluents. Encore une fois, l'idée, c'est de montrer que chaque projet a ses spécificités et qu'il est vraiment important de discuter avec la maîtrise d'ouvrage pour bien comprendre quelle est leur activité. Est-ce qu'ils ont des projets d'extension ou des choses comme ça? Est-ce qu'ils ont prévu de faire d'autres typologies de transformation? Parce qu'il faut impérativement pouvoir l'anticiper dans la conception et dans le dimensionnement de la filière. Aujourd'hui, on se rend compte, parce qu'on en reçoit quand même très très souvent des études, la problématique c'est que souvent le dimensionnement hydraulique est bon, mais on a très rarement un bon dimensionnement sur la partie pollution. Et vous l'avez vu ici, si on n'avait pas anticipé les ouvrages en amont, on aurait une filière qui aurait très vite décroché. Voilà. Et ça, c'est un travail qui peut être long parce que parfois, quand on discute avec la maîtrise d'ouvrage, alors là, c'était pas le cas parce que l'activité était déjà existante. Donc là, la maîtrise d'ouvrage, c'était une extension de leur activité. Donc on avait quand même quelques données de ce qu'ils faisaient déjà. Donc le gros avantage, c'est que ça permet aussi de faire des bilans. Au moins, l'avantage d'avoir des bilans à ce moment-là, au moment de l'étude, permet justement de pouvoir mieux caractériser et mieux dimensionner le système. Ce n'est pas toujours le cas, notamment dans le cadre de création, quand c'est de la création, où ils ne savent pas exactement encore quelle va être l'activité. Si l'activité va marcher, ça c'est pareil. Et donc si elle fonctionne et si ils ont un grand succès, ça veut dire derrière qu'ils vont parfois peut-être doubler, voire tripler leur capacité de production. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, on travaille sur des systèmes qui peuvent être évolutifs. Donc on peut proposer une filière à un instant T, tout en prévoyant l'extension future de l'activité du site. Donc sensibiliser également l'utilisateur. Alors dans les premiers mois de fonctionnement de la filière, on a eu quelques petites surprises. La première fois que le technicien est arrivé sur place et qu'il a ouvert les tampons, tout était rouge. Donc très vite, on a compris d'où ça venait, c'est que dans le cadre de la production et de leur activité, ils avaient du sang puisqu'ils font du boudin. Et les opérateurs, quand ils avaient des choses en rab, on va dire, ils ouvraient les poches de sang et ils les vidaient dans les éviers. Donc très rapidement, on leur a expliqué que 15 litres de sang, c'est 60 EH de pollution. Hein. Donc forcément, ça avait un impact direct sur la filière derrière. Donc elle n'avait pas été dimensionnée pour ça. Et là, on a eu la chance d'avoir en face de nous une maîtrise d'ouvrage qui a été très attentive à ça. Donc elle a entendu cette problématique et elle a fait passer des messages à tous ces ouvriers de production pour justement corriger ça. On a eu aussi, on a retrouvé des morceaux
des morceaux de viande, des morceaux, voilà. Ça c'est pareil, elle a mis en place des systèmes en amont pour venir piéger ces morceaux avant que ça arrive sur la filière. C'est pas toujours le cas, même si la maîtrise d'ouvrage est sensibilisée à ça, on a des opérateurs parfois qui ne respectent pas les procédures. Donc là, on a vraiment la chance d'avoir quelqu'un qui a entendu, qui a écouté et qui derrière a mis en place des correctifs par rapport à son personnel. Et donc le retour d'expérience, voilà, c'est les performances qu'on a pu mettre ici en avant sur ces effluents chargés. La robustesse du système, puisque elle a été dimensionnée pour 35 ports. Aujourd'hui, elle en reçoit l'équivalent de 50 ports. Donc vous voyez que déjà à la base, on avait une différence de dimensionnement. Le coût d'investissement, ça c'est aussi des choses qui sont importantes à prendre en compte, puisque, encore une fois, l'idée c'est de proposer une filière aux clients qui soit le plus pérenne possible. Et les coûts d'exploitation, puisque je reviens dessus, encore une fois, on n'avait pas fait de vidange jusqu'à aujourd'hui. Je pense que la vidange interviendra cette année, en tout cas fin 2025, peut-être début 2026. Hormis la consommation d'énergie de la filière et le contrat d'entretien, il n'y a rien d'autre. Voilà un petit peu pour ce retour d'expérience. Nous restons disponibles évidemment pour répondre à vos questions. Si vous avez aussi des problématiques sur de l'agroalimentaire ou tout autre projet un petit peu spécifique, vous pouvez bien sûr revenir vers nous avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup Amélie pour ce retour d'expérience d'application de l'assainissement non collectif aux usages agroalimentaires. Donc on a bien vu l'importance de la chaîne de valeur des différents acteurs, du projet, du maître d'ouvrage, de ses attentes, l'intervention du bureau d'études jusqu'à l'importance de l'entretien et de la maintenance. C'est ça. Donc c'était très très complet. Merci beaucoup. Mais merci pour votre accueil et bonne fin de salon. Merci à tous et très bon salon.